Dear. Valley People. Donc, bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Et donc, merci d'être là pour cette nouvelle conférence de Dear Valid People qui va parler d'engagement politique et de handicap. Pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, Dear Valid People, c'est une association qu'on a créée en septembre 2023 dont le but est de donner la place et la parole à des personnes handicapées et au sujet du handicap en particulier. Et notamment à travers des cycles de conférences, comme là c'est le cas, qui sont ensuite disponibles en podcast. Et maintenant via des activités parallèles, on va dire, aux conférences, qui sont des permanences que l'on tient dans différentes maisons pour tous ou différents lieux de Montpellier, des cercles de parole également, qu'on a commencé à mener, et puis des interventions dans différents lieux, différents secteurs. L'idée, c'est de parler de ce sujet qui nous touche, qui nous concerne, et qui, en fait, concerne beaucoup plus de monde qu'on ne le croit, et qui concernera beaucoup plus de monde qu'on ne le croit, qui est donc le handicap. Et l'idée, c'est d'en faire aussi un sujet d'échange, et aussi un sujet de fête, un sujet de réflexion sur lequel on apporte une forme aussi d'intelligence collective, de réflexion collective. Et ça, c'est ce qui vraiment nous anime au cours de ces différentes conférences et activités. Donc le sujet du jour, je l'ai dit, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est l'engagement politique et le handicap. Et j'ai mis une petite problématique du « quels enjeux ». Qu'est-ce qu'on va mettre derrière quels enjeux? Ça, c'est autre chose. Mais donc, il est important pour nous, en fait, de rendre visible la phase immergée de l'iceberg et de nommer ce qu'on a tendance à oublier dans le handicap, notamment la fatigue, les douleurs chroniques, les besoins d'adaptation sociale ou cognitive, la nécessité de ralentir, parfois, souvent peut-être, et souvent, la nécessité de ralentir, elle se fait au détriment de la peur de rater quelque chose, de louper quelque chose, de passer à côté d'une activité, d'une rencontre, d'une opportunité, d'une occasion. Bref, tout ce qui fait que la société, elle est pensée dans un prisme valide. Elle est pensée pour et par des personnes qui sont valides, dans le sens où elles sont en bonne santé, elles sont vaillantes, elles auraient un taux d'énergie permanent, ou du moins relativement stable, d'un jour à un autre, et ça sans même le questionner. Et donc le fameux en toile de fond lors de nos interventions de prise de parole, c'est cette question du validisme. Donc si c'est un sujet qui vous parle pas forcément, on va faire le postulat assez simple que le monde, il est fait par et pour des gens qui sont valides. Et ça, c'est le constat du quotidien à travers nos activités et nos différentes actions. Donc, dans le dictionnaire du Petit Robert, le validisme, c'est le système faisant des personnes valides la norme sociale. Donc, par extension, donc, le validisme, il amène son lot de discrimination ou de rejet, d'une certaine manière, envers les personnes en situation de handicap. Le manque d'accessibilité des lieux, des espaces publics, des transports en public, ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on perçoit, ce qu'on a en tête. Mais le validisme, c'est aussi toutes les exclusions invisibles, comme la difficulté, voire l'impossibilité d'accès à l'école ordinaire et donc aux études supérieures, et ainsi par la suite à l'emploi dans des conditions qui sont dignes et adaptées aux besoins des personnes handicapées. Bref, on pourrait citer plein de sujets et d'environnements dans lesquels le validisme y s'ancre. Mais donc l'intérêt pour moi, pour nous aujourd'hui, c'est vraiment de faire le lien entre la mobilisation politique et le handicap. Parce qu'il ne s'agit pas vraiment de traiter le sujet du handicap à travers
un parti politique en particulier. Là, il va pas être question de ça en particulier ce soir. Mais c'est bien d'échanger sur le traitement du handicap et des personnes handicapées comme des sujets de droit à part entière. Et qui de mieux que des invités donc concernés par ce sujet, par ces sujets, aujourd'hui pour en parler. Donc je vous remercie infiniment, vous deux, d'être là ce soir. Donc je vais vous donner la parole pour déjà vous présenter à tour de rôle. Et ensuite, on rentrera dans des questions plus précises. René Revol, je commence par toi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, ben voilà, René Revol, 77 ans, maire de la ville de Grabel et responsable à la métropole également, en charge notamment de la régie publique de l'eau. Voilà. Et bon, le problème, c'est que ce handicap qui est la dégénérescence maculaire m'est tombé dessus au cours de l'année 2013 et est devenu très chronique à la fin de l'année 2014. Donc c'est sur ce témoignage que je viens. Je précise ici que j'interviens au nom d'aucune institution, j'interviens en mon nom personnel pour rendre compte de cette expérience et de cette difficulté. Voilà. Merci. Lydie, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc bonjour. Donc moi c'est Lydie, j'ai 33 ans et je suis conseillère municipale à Ivry-sur-Seine et j'ai un handicap moteur visible de naissance. Conseillère municipale depuis quand? Depuis 2021. En fait, c'était suite à une démission. J'ai accédé au conseil municipal. Ok. Voilà. Une jeune conseillère. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le parcours, notamment de l'engagement politique de base? Est-ce que vous pouvez revenir sur voilà, votre historique en général? Est-ce que la présence de l'engagement politique était là dans vos familles, au sein de votre entourage? Et comment c'est venu de vous engager? René. On va être bref, parce que pas longtemps. Je suis engagé politiquement depuis l'âge de 17 ans, donc depuis l'année 1965, et j'ai jamais cessé d'être engagé politiquement, voilà, et syndicalement aussi. C'est ma vie, voilà. Bon, mon père a été très engagé aussi, puisqu'il a été résistant et gaulliste, ce qui fait qu'on s'est bien engueulé en 68. Mais c'est aussi un lien, je pense que je lui dois aussi beaucoup. Et voilà, et puis j'ai été prof pendant 40 ans, c'est-à-dire que je n'ai pas vécu d'un mandat, et c'est 2 ans ou 3 ans avant la retraite qu'une occasion s'est présentée pour qu'on fasse une liste dans ma ville et qu'on a gagné les élections. Et donc, j'ai donc une retraite bien occupée depuis cette époque. Et voilà, et ensuite, j'ai assumé mes idées dans un contexte différent, puisque je me retrouvais avec une responsabilité. Et c'est dans ce contexte-là, bon, je me suis beaucoup battu pour les droits des personnes en situation de handicap, notamment dans les années 70, où la théorie dominante consistait à faire qu'on parque les handicapés dans un domaine particulier et qu'on laisse la société dite normale fonctionner sans eux. Et je me suis notamment à l'époque beaucoup engagé pour tout ce qui est le handicap psychique. Et j'étais très lié à tout le mouvement de l'antipsychiatrie qui combattait contre l'isolement des fous, hein, puisque c'est la théorie dominante depuis le XVe siècle, comme l'a bien montré Foucault, et pour faire ces personnes puissent retrouver une place dans la société et qui soit égalité de droit avec les autres. Donc, je me suis battu pour ça, comme pour d'autres égalités de droit. Hein. Il n'y avait pas de spécificité, c'est l'une des batailles. Et lorsque je suis devenu maire et que j'avais un début de pouvoir, j'ai essayé de l'appliquer en mettant en place des politiques publiques qui allaient dans ce sens. Et puis voilà, ça c'est mon histoire politique, mais ça n'a aucun rapport avec mon handicap, puisque je n'avais aucun handicap particulier. Et c'est en 2013 que il y a eu un petit diagnostic, comme je commençais un peu à rater les tournants avec ma voiture. Je suis allé voir, voilà, et on m'a dit, il y a des petites taches là qui apparaissent, il faut faire attention. Et puis c'est au cours de l'année 2014, exactement l'été 2014, on se souviendrait toujours, c'est au mois d'août et au mois de septembre, que les taches se sont rejointes et que d'un seul coup j'ai vu toute ma bibliothèque s'éteindre,
puisque je ne pouvais plus lire, je ne pouvais plus conduire, et donc j'étais dans une nouvelle situation. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est une autre question. T'as raison, c'est le chapitre d'après. Juste avant de redonner la parole, de donner la parole à Lydie, est-ce qu'il y a eu des sujets en particulier qui ont fait que tu t'engages à 17 ans? Est-ce qu'il y a des thématiques en particulier ou une rage de l'injustice? Oui. Ah oui, 1965, je crois il y avait plein de sujets de se révolter. Hein. On était face à un pouvoir très autoritaire, très viriliste, je vous rappelle que les femmes mariées jusqu'en 1965 n'avaient pas droit à avoir des droits. Il fallait qu'elles passent par l'autorisation de leur mari pour faire un compte, pour faire tout ça. Tout ça scandalisait la jeunesse que nous étions à l'époque, et on l'a manifesté entre autres dans la grève générale de 68. C'est une vraie révolte contre un monde injuste. Voilà, c'est ça l'origine de mon engagement. Merci. Toi, Lydie, comment est-ce que c'est venu cette envie de t'engager, cette possibilité, cette opportunité? Est-ce que c'était déjà là même avant que tu commences ton mandat? Oui, j'ai toujours été en colère, d'aussi loin que je me souvienne, contre tous les obstacles en fait que j'ai dû affronter depuis ma naissance. Après, moi, je suis issue d'un couple valide. Mon père était handi et ma mère est valide. Mais mon père connaissait pas, par exemple, le concept de validisme. Donc, c'est vrai que j'ai pas évolué dans un milieu militant, même si mes parents sont plutôt de gauche. Mais je dirais que c'est à partir de mes études. En fait, j'ai vu que j'étais confrontée à des obstacles. Je connaissais toujours pas le mot validisme à l'époque quand j'étais à la fac de droit, mais j'ai commencé à tenir un blog où je parlais de mes péripéties d'étudiante en droit. Et notamment, je parlais de vie affective et sexuelle. Donc, certes, j'étais pas encartée d'un parti, mais c'était quand même politique, en fait, le fait en tant que minorité, de s'exprimer et de montrer des situations d'exclusion, c'est déjà politique. Et ensuite, à la fin de mes études, j'ai commencé à m'engager dans une association L214, qui est une association de protection animale. Et en fait, j'ai toujours senti le lien entre le spécisme et le validisme, sans trop conceptualiser tout ça. Et en fait, après mes études, je suis arrivée en Île-de-France. Et en fait, il se trouve qu'en bas de chez moi, il y a un cirque avec animaux sauvages qui s'était installé là, sur un terrain pollué. Et je savais que la mairie avait voté un vœu pour interdire les cirques avec animaux sur le territoire de la commune. Et c'est là que j'ai rencontré en fait les élus écolos d'Ivry-sur-Seine et qui sont revenus vers moi pour la campagne de 2020. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et donc j'ai rejoint cette campagne. Il se trouve que au premier tour, il y a eu le Covid, donc c'est vrai que c'était une campagne très très particulière. On était arrivé donc au premier tour. En fait, il y avait une liste écolo avec la LFI et le PS. On est arrivé au deuxième et après on a fusionné en fait pour le second tour avec le PCF. Et donc moi j'étais en position charnière, donc j'ai pas été élue tout de suite en 2020, mais j'ai été élue en 2021 suite à la démission d'une adjointe. Et puis aussi parallèlement, donc j'ai adhéré aux écologistes, au parti. Et puis assez rapidement, en fait, j'ai gravi les échelons du parti. J'ai été co-responsable de la commission handicap. Je me suis aussi engagée dans la commission conditions animales, toujours avec cette idée de faire les liens entre les deux luttes. Et à un moment donné, j'en avais marre de toujours me battre contre l'inaccessibilité en fait dans le parti. J'avais l'impression de brasser de l'air et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai voulu rejoindre les dévalideuses. Je trouvais ça assez complémentaire en fait d'avoir à la fois un pied ou une roue dans une institution, que ce soit à la fois dans un conseil municipal et dans un parti, et puis aussi dans une association plus militante. Et voilà. Explique très brièvement ce que sont les dévalideuses. Faut pas que je dise de bêtises parce qu'il y a la présidente en face de moi. Le veille au grain. Donc c'est un parti handi-féministe qui a été créé suite à la première manif Nous Toutes
face à l'invisibilisation en fait des minorités de genre handi dans les luttes féministes. Ok, voilà. Merci. Basé partout d'ailleurs. J'allais dire à Paris, mais en fait non, pas nous du sommes tout. partout. Partout. Est-ce que tu peux juste nous préciser aussi le travail que tu fais à côté ? Ah oui, j'avais oublié. Sinon, oui, je suis chargée de projet dans un conseil départemental et là, je travaille sur l'élaboration du prochain schéma départemental pour l'autonomie. En fait, c'est le document stratégique qui décline toutes les politiques départementales menées à destination des personnes âgées, des personnes handicapées et des aidants. Et là aussi, j'ai aussi une roue dans une institution. Mais c'est vrai que c'est pas toujours très simple, en fait, en tant que personne handicapée, de travailler dans ce milieu. C'est le milieu médico-social qui est très, très validiste. Là, par exemple, il y a quelques jours, j'ai animé un atelier de concertation. Non, c'était une réunion interne, pardon. Mais c'était autour des maltraitances. Et là, je voyais un peu... moi, c'est quelque chose qui me touche viscéralement, en fait, les violences qui sont commises en institution. Je me rends compte que les professionnels ne sont pas du tout, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde en fait. Ils se rendent pas compte du tout de, déjà de la violence qu'est l'institution en tant que telle et toutes les violences qui peuvent y. Tu veux interagir, René, ou Oui, comment dire. Moi, comme j'ai découvert le handicap, disons alors que j'étais en fonction, je me suis, heurté à l'incompréhension de beaucoup de structures. Voilà, et que tu dis une violence, tu as tout à fait raison. Une violence quasi institutionnelle parce que on n'accepte pas quelque part, on considère que ça n'existe pas. Ou dès qu'ils s'en aperçoivent qu'il y a un problème, à ce moment-là s'exprime de la condescendance. Et on demande pas de la condescendance, on demande simplement la possibilité d'exercer son droit. Et donc moi j'ai vécu exactement la même chose. Mais je dois avouer que ce qui m'a le plus aidé, c'est la solidarité militante. C'est la solidarité de tous mes pairs, qui sont, quel que soit le champ, que ce soit le champ politique. Moi, j'ai oublié de le préciser. Je suis un militant depuis toujours de LFI et avant de ce qui est parti de gauche, etc. Et dans cette mouvance militante, il y a toujours une très grande fraternité. J'imagine qu'elle est la même dans d'autres organisations, mais c'est une chose qui aide à tenir face à cette violence institutionnelle. Merci. Justement, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé l'accueil, le diagnostic posé, l'accueil du handicap, ça c'est une chose, mais au regard de tes fonctions de maire en parallèle? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça s'est produit pendant l'été 2014. Le diagnostic a eu lieu un an avant. Je n'avais pas bien mesuré les conséquences parce que je simplement décidé de ne plus conduire tout le temps, conduire que pour les petites distances. Et puis, j'ai eu un accident en juin 2013 où j'ai foutu en l'air la bagnole, mais pas moi. Et là, ma femme m'a dit stop, d'accord ? Et donc, on a fait ça. Je continue à conduire un peu pour... Voilà. On a fait un grand gain de pouvoir d'achat puisqu'on n'avait plus qu'une bagnole. Ça coûte tellement cher, la bagnole. Donc, je me suis aperçu, mon premier gain, c'est ça. Tiens, c'est beaucoup plus agréable quand on n'a qu'une bagnole, c'est moins cher. Mais c'est plus chiant parce qu'on est à pied, quoi. Donc, il faut se débrouiller. Et puis, il y a eu l'été de 2014 qui a été dramatique parce que d'un seul coup, ça s'est aggravé. Ensuite, ça s'est stabilisé, ça va doucement. C'est une destruction maculaire. Et donc, il n'y a pas de moyen de revenir dessus. Et d'un seul coup, il y a des zones d'ombre, une sorte de grosse tache blanche au milieu de l'œil, qui fait que je ne vous distingue pas ici dans cette salle. Je distingue que ma voisine, un peu, là, voilà, un petit peu. Et donc, c'est une vraie difficulté. Et la première, je suis allé faire diagnostiquer, je suis allé voir tous les médecins possibles, imaginables, y compris à Paris, tout ça. Et là, tous répondaient la même chose. C'est inexorable, il n'y a pas de remède, il faut vous adapter. Bonjour. Donc, et ceux qui m'ont aidé, c'est d'une part mon épouse et d'autre part mon médecin traitant, qui m'ont dit la même chose. Qui m'ont dit, t'es pas malade, t'es handicapé. Et je me souviendrai toujours de cette phrase. Elle ne veut pas dire grand-chose, mais pour moi, elle a eu du sens.
parce qu'elle a signifié, et mon épouse m'a dit, mais tu te bats depuis toujours pour les droits des handicapés et tu vas baisser les bras quand il s'agit de toi. Voilà, donc il faut que tu réagisses. Mais voilà, c'est bien joli, te faire engueuler, mais voilà, c'est pas évident. Ensuite, le dire aux autres, le reconnaître. Et donc, j'ai pris une décision, à ce moment-là, non, j'ai pas pris de décision, j'ai déprimé pendant 15 jours. C'est-à-dire que je tenais comme un zombie les réunions. Ils s'en sont pas trop aperçus. Les deux conseillères municipales qui sont ici, l'une d'entre elles pourra prendre la parole tout à l'heure, parce qu'elle a aussi un discours sur handicap qui me paraît important. Si elle le souhaite, elle est la Benjamine de notre conseil municipal. Pas le choix. Elle a 24 ans et maintenant elle a la trouille parce qu'elle va être obligée de parler. Mais bon, on l'adore et elle est là et voilà. Mais c'était pas cette mandature-là, c'était la précédente. C'était pas. Et à l'époque, je l'ai pas dit aux autres. D'accord. Les gens m'ont dit voilà. Quand on me disait voilà, je disais pas je peux pas conduire. Je me débrouillais pour y aller sans le dire que je savais pas conduire. Donc j'ai 15 jours et j'ai déprimé vraiment. Et d'un seul coup, je me suis dit, je vais abandonner, je vais démissionner. Je suis plus capable de conduire la collectivité. Donc je vais démissionner. Et donc là, il y a eu des gens qui sont venus me parler, ça a aidé. Et puis il y a eu un événement qui m'a complètement fait tourner. C'est le 6 octobre 2014. Il y a eu des inondations catastrophiques dans ma ville. C'est-à-dire qu'il y a eu un épisode méditerranéen extrêmement violent et il y a eu 200 maisons qui ont été inondées dans leur pièce de vie, avec des gens qui arrivent à 2h du matin en pyjama, ayant tout perdu, etc. Et ça m'a déclenché. C'est-à-dire que j'étais responsable de ma commune, donc j'étais responsable du service sécurité civile, ouvrir la salle polyvalente, accueillir les gens, donner les messages pour venir les chercher, commander l'hélicoptère pour que l'hélicoptère des pompiers viennent chercher les gens dans les arbres ou sur les toits des maisons, enfin la guerre quelque part, ouais. Et ça m'a réveillé. Ça m'a réveillé. D'un seul coup, je me suis dit, mais je suis capable de faire ça, quoi. C'est possible. Donc j'ai assumé ma responsabilité. Et ça a été le tournant, 6 octobre 2014. Donc ça n'a pas duré longtemps, la déprime, 15 jours. Et ensuite, voilà, je faisais face. Et à ce moment-là, j'ai commencé, je l'ai dit d'abord à mon équipe, en réunion. Je me souviens du silence terrible qu'il y a eu ce jour-là. Et puis, ils ont été solidaires et tout. Et puis, j'ai commencé à le dire. Et après, il fallait que je le dise à la population. C'est difficile, la population. Alors, il y a une anecdote qui m'a fait rigoler, c'est que comme je voyais de moins en moins, je confondais les gens. C'est chiant quand vous êtes maire. Et je confondais les gens. Et un jour, j'étais dans une rue et je vois arriver une femme blonde qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à une copine qui s'appelle Mariette. Voilà, vous reconnaîtrez qui c'est. Et je me précipite vers elle et je lui fais la bise. Et la nana, elle me dit, qui êtes-vous? Ah, j'ai dit, je suis le maire. Mais c'est génial cette ville, le maire il embrasse tout le monde. donc je me suis dit, mais putain, il faut que j'avertisse. Donc lorsqu'il y a les vœux à la population qui ont eu lieu en janvier 2015, j'ai pris la parole et puis j'ai dit, voilà ce qui m'arrive. Voilà. Et maintenant, si vous me croisez et que je vous reconnais pas, faut pas me faire la gueule. Faut vous approcher et me dire, voilà, c'est machin, je suis là. Voilà, et je vais vous parler. Je vais sur le marché. Quand j'arrive sur le marché, au-delà d'une certaine distance, je ne vois pas. Donc, venez me voir. Et donc, après, j'ai vu peu à peu les choses, ça s'est su, ça a changé. Et les gens passaient. Il y a un gars qui passe en vélo. C'est Pierre, salut René. Il commence par dire, je suis Pierre. Ah, ouais. Salut René. C'est vachement important pour nous. Sinon, comment voulez-vous qu'on fonctionne? Donc ça a été un réveil. Bon, ensuite, il y a des tonnes de difficultés. C'est gigantesque. Par exemple, je me suis mis au transport en commun. Donc c'est bien. Je suis vachement bien, transport en commun. Mais chez moi, à l'époque, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, dans les transports en commun, vous aviez les jeunes. Et à Grabel, là-bas, les vieux, ils avaient leur bagnole, quoi. D'accord? Donc j'étais le seul vieux dans les transports en commun. Et quand vous avez un transport en commun, comme on peut plus lire, que je peux plus lire. Ah ouais, ça c'est un autre truc, on peut plus lire. Donc, conseil municipal, c'est vous qui présidez, personne d'autre peut présider à la place de vous. Il y a 40 affaires. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut
réviser. Donc, je dégageais des plages horaires. J'ai été prof, donc je suis habitué à mémoriser. Mais là, putain, j'ai fait un bond en termes de mémoire, quoi. Non, mais vous voyez, un sens se diminue, il y en a un autre qui se développe. Et donc, d'abord, les outils qui existent aujourd'hui pour les personnes malvoyantes sont gigantesques. Il y a 40 ans, cette maladie, c'était une mort sociale. Okay. Aujourd'hui, il y a plein d'outils. Une des personnes avec qui je parle le plus, c'est mon ordinateur. D'accord, avec Dragon, dernière version, machin truc. Voilà, et on discute. Bon, donc, ce qui signifie que je peux oraliser le développement des audiolivres, c'est génial pour nous. Et donc, je peux oraliser. Donc, quand il y a un conseil municipal, il y a 40 affaires. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je m'isole une demi-journée et je révise. J'apprends par cœur les 40 affaires. Voilà, il y a des conseillers qui les présentent. Mais s'il y a une question, il faut que je connaisse l'affaire. D'accord ? Donc, parfois, je me trompe. L'affaire 32, non, c'est l'affaire 33, merde, je vais renverser. Bon, okay, voilà, mais c'est pas grave. Ensuite, l'affaire 32, je sais ce qu'il y a dedans. L'affaire 33, je sais ce qu'il y a dedans. Donc, ça suppose un effort de mémoire qui fait que je développe des capacités différentes. Par exemple, je reviens sur les bus. Nous, les gens qui ne peuvent pas utiliser de moyens de transport autres que le bus, connaissent les horaires par cœur. Et la ligne et les arrêts. Vous êtes dans une réunion. Vous dites, bon, je m'en vais. Écoute, reste 2 minutes. Je dis, non, je m'en vais. Pourquoi ? Il y a le bus. Moi. Ah oui, d'accord. Parce que tous les autres, comment ils font ? Ils laissent durer la réunion, ils sont dans la bagnole, ils foncent comme des dingues, etc. Bon. Donc nous, on est obligés, si le bus est passé, il n'y a plus de bus. Hein. Donc la réunion que j'ai ailleurs, alors, je ne pourrais pas y être. Donc cette intériorisation de tous les obstacles pour pouvoir planifier son temps, tout ça, ça c'est extrêmement important. La mesure des déplacements. Généralement, je crains énormément tous les obstacles. Parce que mon médecin m'a dit, la principale cause de mortalité d'un DMLA, c'est les escaliers. Voilà, c'est vrai en plus. Donc, c'est les escaliers. Donc, tout ce qui est obstacle, je fais très attention. D'accord ? Surtout que la législation n'est pas respectée et les bords ne sont pas, les bords des escaliers ne sont pas marqués d'une couleur différente. Donc, on n'a pas de concept visuel. Dans la préfecture, je me suis cassé la gueule dans la préfecture. Voilà, sur un employé de la préfecture. Et qui m'a amorti le choc. Et j'avais pas vu. Il était là au bon endroit. Et j'ai pas. C'est toutes ces choses, ça modifie tout. Bien sûr. Voilà. René, on va y revenir après plus en détail sur les... Mais du coup, on va donner la parole à Lydie par rapport à sur cette même question initiale, avant d'aller trop sur les objets de compensation, d'outils d'adaptation. Plutôt toi, dans ton vécu donc de jeune élu, comment est-ce que le sujet du handicap il a été intégré ? Est-ce que quand on t'a proposé de rejoindre l'équipe, tu t'es dit oui, pas de problème, pas de problème, je ne suis pas enfin, dans le sens le sujet du handicap n'était pas un sujet de réflexion, tu vois, d'hésitation du moins. Ou est-ce que au contraire, dès le début, tu t'es dit, il va falloir jongler avec les deux en fait, avec le fait d'être une personne en fauteuil, avec des difficultés ou des complications autres de tous les jours, du déplacement, etc. Et à la fois d'être engagé politiquement et donc d'être très investi. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, non, moi j'ai pas eu de doute en fait. Je me suis dit tout de suite, on y va. Parce que en fait, je savais déjà qu'il y avait aussi plein de choses à faire en matière d'accès à Ivry. Et surtout, en fait, eux, ils étaient venus à la base, les écolos, me chercher pour travailler sur la condition animale. Mais finalement, en fait, c'est ça aussi. Par exemple,
y a 2 élus, enfin peut-être vous les connaissez, c'est Audrey Enoch qui est première adjointe à la ville de Lyon et Sébastien Pétavy qui est le premier député en fauteuil roulant de la Ve République. Et du coup les deux, en étant élus à la base, ils voulaient pas s'emparer du sujet handicap. Et finalement, en fait, une fois que t'es dedans, bah tu te rends compte que tes camarades valides, ils s'en occupent pas ou mal. Et du coup, mais je crois que je réponds pas à ta question. Si. C'est pas grave, c'est ok. J'ai tendance à faire des diversions. Mais non, en fait, je me suis jamais vraiment posé la question. Enfin, pour moi, c'était évident qu'il fallait y aller. Au niveau des obstacles, s'il y a eu, si c'est vrai que faire campagne, je me suis rendu compte que c'était assez fatigant. Le porte-à-porte, toutes les habitations ne sont pas accessibles. Donc, il y avait ce petit travail à faire. Il y avait également le local le local des écolos qui était devenu le local de campagne qui n'était pas accessible. Donc, ça que c'est vrai. Mais en fait, en tant que personne handi, je me suis vraiment mis une pression incroyable. Et du coup, en fait, j'ai essayé d'être là tous les jours, faire du tractage tous les jours. Et en fait, je me suis carrément cramée. Mais c'est vraiment ça en fait. Et il y a vraiment ça qui revient dans vos 2 discours. Là, René, quand on t'entend dire que du coup tu prends une demi après-midi pour apprendre toutes les affaires par cœur, parce qu'au moins voilà, tu dépends de, entre guillemets, de rien de personne, mais de ta mémoire. Toi, Lydie, quand voilà, tu viens, tu te donner cette exigence d'être là à l'heure, d'être là même en avance, comment on fait pour gérer ça après au quotidien et surtout sur la durée? On fait un burn-out. Ah, ok, ouais, d'accord. Super, ok. Et toi, René, comment on fait pour gérer ça après sur la durée? C'est une histoire de conviction presque. C'est-à-dire que de la même manière que c'est nos convictions qui nous amenaient à nous engager, c'est très dur de s'engager. C'est très dur de sortir du nombre et de se présenter et puis de recevoir des coups dans la gueule, quoi. Parce que s'engager, ça ressort des coups, d'accord ? Donc déjà, je pense que une vie militante de conviction nous prépare à affronter des difficultés. Donc c'est une sorte, moi je pense que c'est une sorte de conviction. Après, c'est une organisation pratique. Alors, c'est la mise en œuvre d'une organisation pratique. Alors, ma commune n'a pas beaucoup de moyens, ce qui fait que j'ai pas de chauffeur pour me conduire dans la commune. C'est à l'échelle de la métropole où là, si je devais me rendre à Villeneuve-les-Maguelones, il me faudrait la journée, d'accord ? Donc, si j'ai un chauffeur à la métropole qui s'occupe, c'est une décision pour que je sois prioritaire quand il y a une action qui se mène dans la métropole. Mais par contre, dans ma ville, il n'y en a pas. Donc, ça suppose d'anticiper tous les déplacements, d'anticiper tous les moments. C'est donc de l'organisation. C'est pas si compliqué que ça. Pour moi, hein, je parle que pour moi. C'est anticiper. Voilà. Par exemple, la période que je déteste, c'est l'hiver, parce que la nuit tombe plus tôt. Et qu'on a beaucoup d'activités humaines qui ont lieu entre 17h et 22h. Et selon l'éclairage de la rue, selon le fait que dans cette rue, la législation est respectée et les petits poteaux ont bien le sommet qui est tracé en blanc, ça change mon déplacement. Parce que je me fais mal contre les poteaux. Donc, toutes ces choses que j'ignorais avant, enfin, je connaissais la législation, il faut peindre des trucs en blanc, mais voilà, maintenant, je sais à quel point c'est important. Donc, il faut anticiper, il faut s'organiser, c'est méthodique, là, voilà. Et puis, souvent, ça marche pas, on rate un coup et on est un peu frustré. Il y a aussi autre chose qui est très important, tu l'as dit dans ton introduction tout à l'heure, c'est la hantise de rater des trucs importants. La hantise de ne pas être informé de quelque chose d'important, etc. Alors, ce qui fait que je dois être un peu chiant pour les gens, quoi. À chercher, à dire attention, est-ce que ça c'est bien fermé ? Je deviens, voilà, il faut que je fasse attention à pas devenir trop chiant. Et mais cette idée que la vue n'étant pas là, il faut que j'adapte la connaissance des choses. Et ça, c'est une vraie difficulté. Allez, une interaction ici. On a une question pour vos invités. Bonsoir, merci d'être là.
Bon, j'ai une question à poser sur le sujet politique handicap, mais je vais en commencer par une qui est arrivée d'un coup en t'entendant, Lydie. Tu as dit que tu t'étais mis une pression de dingue et donc tu voulais être là tous les jours pendant la campagne électorale. Je me demandais pourquoi. En fait, il y a deux choses. Il y a, en tant que personne handicapée, il y a toujours cette crainte d'être rejetée, je pense, tout simplement. Il y a aussi le fait que je viens d'un milieu populaire. En termes de confiance en soi aussi, ça ajoute encore une couche de manque de confiance, de manque un sentiment d'illégitimité aussi. Et puis j'avais aussi bien conscience qu'on était aussi venu me chercher un peu pour la photo, quoi. Il fallait l'handicapé de service, et je voulais aussi montrer que j'étais pas que l'handicapé de service. Et puis je voulais absolument être élue. En fait, je voulais être là, et je savais, et ça c'est hyper validiste. En fait, c'est toujours ceux qui ont la capacité de se mobiliser le plus qui sont mis en position éligible sur une liste. Et du coup, ce qui est problématique, parce que toutes les personnes handicapées n'ont pas les ressources, en fait, de faire campagne tout le temps, sachant que j'ai un job à plein temps à côté. Donc, c'est vrai en termes de fatigue. Et tout à l'heure, on parlait du fait de toujours s'adapter à un environnement inaccessible. Et donc, c'est ce qu'on appelle le creep time, en fait, le fait de toujours devoir anticiper. Même pour la campagne, en fait, moi, ça me demandait beaucoup plus d'énergie que pour une personne valide. Par exemple, on se retrouve à un endroit. Moi, j'étais obligée de prendre ma voiture. Je devais me galérer pour pouvoir me garer quelque part, parce que se garer en Île-de-France, c'est une vraie galère. Mais les transports n'étant pas accessibles, je n'ai pas d'autre choix. Donc voilà, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Mais en même temps, j'avais vraiment envie d'être élue et de donner, d'être là sur la table et de pouvoir prendre part aux décisions aussi. Redéfinis très brièvement le creep time. Alors, est-ce que vous connaissez le mot creep? Alors, creep, ça vient du mot anglais, cripple, qui veut dire tordu, boiteux, estropié. Et donc, l'idée, c'est de retourner le stigmate. C'est un peu le même mécanisme que pour les mots queer, vous voyez. Et donc, c'est Charlotte Puiseux, en France, qui est un peu la spécialiste du creep, qui a écrit un super bouquin, d'ailleurs, qui s'appelle « De chair et de fer, vivre et lutter dans une société validiste », où elle parle justement de ce concept de creep. Et donc, voilà, il y a notamment le creep time. Donc, c'est le rapport au temps des personnes handicapées, du fait de la fatigabilité, du fait de l'environnement inaccessible, du fait des douleurs aussi. Et donc, on est obligé souvent d'anticiper nos activités, et on n'est pas trop fan des plans à la dernière minute, du coup. Et il y a aussi le concept de cuillère d'énergie. D'accord, on va en parler après. Oui, une question. Bonsoir. Je vais poser une question pour plaider un petit peu ma cause et celle de mes pairs. C'est celle des personnes handicapées psychiques. Est-ce que dans le milieu politique, vous militez et travaillez avec des personnes dont vous avez connaissance de leur handicap, ou alors c'est impossible pour eux de s'engager, ou alors c'est tu? Ils ne le disent pas. René, tu veux répondre, ou Lydie? Alors on va donner le micro. Bonjour, je m'appelle Marie-Sara. Alors, pour répondre à ta question, je dirais que, à titre personnel, comme ça, j'ai pas réfléchi avant. Ça dépend des partis, ça dépend des personnes qu'on a en face de soi. En fait, je dirais que être élu, c'est comme le reste de la société. En fait, si en face de nous on a des personnes qui sont prêtes à s'adapter et qui sont dans la bienveillance, ce sera pas un problème. Et si, à contrario, on a des personnes qui ne le seront pas, ce sera le cas. Mais voilà, après, je parlerai après. Donc, vraiment. Et Marie-Sara, qui est conseillère municipale, donc avec René. C'est ça, hein? Je le dis pour les autres. Comment dire Vas-y, dis-le, c'est le moment. Oui, donc, moi, je m'appelle Marie-Sara.
J'ai 25 ans, j'ai été élue très jeune, à mes 18-19 ans. Et donc moi je suis autiste et TDAH d'ailleurs aussi et autres aussi. Et du coup voilà, donc j'ai été pour le coup je l'avais déjà dit à René. Je crois que j'ai dû le dire en réunion de notre liste que j'étais autiste au tout début. Mais j'ai eu en face de moi des personnes bienveillantes qui étaient prêtes à m'aider. Et donc, j'ai pas été confrontée à trop de difficultés. Enfin, pas des choses que je connaissais déjà par rapport au fait que ce soit un handicap invisible et que quand je le dis, je suis obligée d'expliquer aussi ce que c'est. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas eu de refus. Voilà, ils ont été bienveillants, mais je me dis que j'ai aussi énormément de chance d'être élue avec René et dans une équipe bienveillante. Et je pense que ça ne doit pas être le cas dans tous les partis. Je milite aussi dans d'autres partis, enfin dans des partis. J'ai aussi milité dans des partis politiques, mais voilà, j'imagine que selon les personnes qui sont à la tête des partis de l'organisation, ça doit pas être la même chose, quoi. Et quand tu es fatigué ou quand il y a trop de stimuli, par exemple, si c'est ton cas et si ça te gêne, il t'est accordé de pouvoir te reposer, de faire une pause, ou si tu ne peux pas assister à une réunion un soir parce que c'est pas possible, il y a du trop plein, sinon c'est une décompensation ou je ne sais quoi. C'est accepter ça? Oui. Oui, en fait, ça s'est fait tout naturellement. Après, moi, je m'adapte aussi beaucoup à la société de manière générale, donc aussi dans mon quotidien. Oui, il y a aucun problème. Oui, par exemple, en réunion, j'ai du mal à me concentrer, à rester très longtemps assise et tout. Et bon, les réunions peuvent durer jusqu'à 5 heures. Du coup, je prends des feuilles avec des crayons de couleur et tout, et je fais des coloriages, voilà, en conseil municipal. Voilà, donc oui. Et pour compléter, est-ce que tu es out? C'est le terme que j'utilise moi, puisque quand on a un handicap invisible, c'est pas forcément facile, mais politiquement, c'est-à-dire que les gens qui ont voté pour la liste sur laquelle tu étais, est-ce qu'ils étaient au courant de ton statut de handicap invisible? Ça dépend s'ils ont bien suivi la campagne, je dirais. Je crois que je l'avais dit dans un discours de campagne. Mais en fait, en plus, il y a eu le Covid. Je me rappelle, on avait fait un gros, je sais plus, non, discours, c'est pas discours, meeting, voilà. On avait fait un gros meeting et après, il y a eu le Covid et puis après, ils ont décalé, je crois, les dates des votes. Enfin bon, du coup, voilà. Mais je l'ai dit dans le, on va dire, je crois, dernier meeting qu'on avait fait. Mais c'est pas une information qui a été mise en avant et tout. J'ai pas eu du tout l'impression d'être le handicapé de service. À la limite, jeune, oui, mais pas du tout handicapé. Non, j'ai pas du tout été mis en avant là-dessus. Juste pour compléter, parce que c'est très bien cette expérience, mais donc nous, de notre côté, on a essayé d'établir des liens avec des institutions qui accueillent des personnes en situation de handicap psychique. Et on a favorisé l'installation d'un foyer pour ces personnes. Et il y en a un foyer, puis là on vient de réinstaller, peut-être vu dans la presse, une villa dans laquelle il y a 4 jeunes qui sont sortis d'hospitalisation et qui cherchent à s'intégrer. Donc on a une relation avec ces personnes, et pas simplement avec l'association qui s'occupe d'eux. Parce que la plupart du temps, quand vous voulez parler du travail handicap, vous rencontrez qui? Les parents d'handicapés. Vous ne rencontrez pas les handicapés. Donc là, c'est l'inverse. Il faut s'occuper d'eux. Ils sont adultes et il faut aller vers eux en leur disant vous avez les mêmes droits comme citoyens que tous les autres. C'est voilà, nous, les hommes et les femmes, en l'occurrence aussi, sont nés libres et égaux en droit. C'est l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme. Ça vous concerne. Et leur dire. Et là, par exemple, les 4 jeunes qui sont rentrés, on leur a dit vous devez vous inscrire sur les listes électorales. Ils nous posaient des questions. Est-ce que je suis capable? Si, on peut. Voilà, on va vous accompagner. Et puis, on fait, dans le bulletin municipal, on fait le petit résumé, vous savez, une personne spécialisée nous fait, pour qu'il soit accessible à tous. Donc,
c'est un travail pour permettre à ces personnes d'être pleinement citoyens. Voilà, c'est ça. Donc Marie-Sarah elle a raison. Elle n'a pas mis en étendard son handicap. Effectivement, c'était surtout, elle a 19 ans, elle est candidate, quoi. Voilà, c'était plutôt ça qui dominait. Et puis après, on a vécu avec. Et puis les jours où c'était trop, on sort de la réunion, on fait autre chose, etc. Ça concerne pas simplement les élus, ça concerne aussi les citoyens. Ce sont des citoyens comme les autres, qui s'inscrivent, qui sont sur des listes, qui doivent exercer les mêmes droits que les autres. Ils doivent avoir une représentation pour discuter avec eux. Voilà. Ça, pour moi, ça a été nouveau, parce que jusqu'avant, je travaillais plutôt avec des associations, des parents, et pas avec les personnes en situation de handicap. Et depuis 7-8 ans, c'est avec ces personnes-là qu'on essaye d'établir une relation directe. Et vous avez des personnes qui ont fait des pas gigantesques. Il y a l'une d'entre elles, je vais dire son nom, elle s'appelle Marion Brun. Elle vient de sortir un livre. Elle vient de sortir un livre, Casquette bipolaire. C'est passionnant, elle l'a fait à compte d'auteur, donc allez, précipitez-vous, cherchez le bouquin, aidez-la, parce qu'elle est encore en déficit. Donc c'est une façon de conquérir de la force sur ce qui lui arrive. Donc il y en a une autre qui a créé une association et qui est sur place. Et c'est, à mon avis, ça l'enjeu politique, c'est permettre que des personnes en situation de handicap psychique puissent participer à la vie collective. À des degrés qui sont liés à leur situation, mais participer à la vie collective. Ça, c'est extrêmement important. Mais justement, à des degrés différents en fonction de leur situation, moi, c'est ça qui me questionne. Vous avez dit tout à l'heure, je ne sais plus qui de vous deux, que aussi, on le sait que dans l'engagement politique, plus on s'engage, plus on est visible, plus on entend aussi le sujet qu'on traite, ou on entend la personne qui porte ce sujet-là ou quoi. Alors comment on fait justement pour à la fois être entendu, être respecté, être écouté, avoir un poids, une place dans l'équipe municipale, dans les délégations menées, et comment on fait pour gérer ça et en même temps se gérer soi-même et gérer l'énergie disponible, enfin au-delà de l'énergie, de juste physiquement et psychiquement, comment on fait? Comment on trouve cet équilibre? Je dirais que c'est tout un travail de sensibilisation à faire auprès des collègues élus déjà. Moi, c'est vrai que par exemple, j'ai offert le bouquin de Charlotte au maire. Et du coup, ouais. Et puis lui-même en tant que personne queer, ça lui a parlé le concept de CRIP en fait. Il m'a dit oui, le CRIP, ça me parle. Après, c'est pas simple. Et puis en fait, où je suis élue, il y a un peu des guéguerres d'ego en fait. Du coup, en fait, l'élu en charge du handicap ne supporte pas que moi, en tant que personne concernée, et j'ai la chance d'avoir une collègue élue qui est également en situation de handicap. Et qui est brillante, enfin vraiment, elle est incroyable. Et toutes les deux, c'est vrai qu'on a envie de donner notre avis, de participer à l'élaboration des politiques menées sur le handicap. Et c'est vrai que comme il y a des guéguerres, parce qu'en fait, il faut avoir ça en tête dans la politique partisane, il y a vraiment ces enjeux-là d'ego. Et quand nous, c'est vrai, quand toi, t'arrives avec un peu la casquette activiste, c'est vrai que c'est pas simple. Et voilà, cet élu en question a dit non, mais c'est ma délégation le handicap, c'est pas parce que vous êtes handicapé que vous savez mieux que moi. Enfin voilà. Et donc c'est très difficile en fait de gérer avec ça. Et quand tu parlais de voilà comment se prendre soin de soi, c'est pas simple, vraiment. Moi, l'engagement politique, ça a clairement eu un impact sur ma santé mentale. J'ai subi beaucoup de violences et c'est la raison pour laquelle j'ai quitté aussi les écologistes. J'ai eu des propos vraiment d'une violence inouïe. Par exemple, un soir, j'étais épuisée. Je demande qu'on fasse une réunion, que je participe à la réunion en visio parce que j'avais trop de douleur, j'étais épuisée. Et là, la personne, je dirais pas qui, mais une de mes camarades élus, ancienne camarade parce que je fais plus partie du parti, me dit mais tu sais Lydie, tout le monde est fatigué. Et en fait, c'était que des trucs comme ça. Et pareil en interne, parce que je faisais aussi l'interne. C'était épuisant. J'ai vraiment, je me suis vraiment cramée. Et c'est vrai que, pareil en interne, en fait,
il y a des réunions interminables. Je faisais aussi partie du Conseil fédéral des Verts, enfin des écologistes. Donc le Conseil fédéral, c'est un peu le parlement du parti. Il y avait tout le temps des réunions pour préparer les conseils fédéraux, plusieurs réunions par semaine, des fois. Plus on s'approchait de la date des conseils fédéraux qui terminaient, qui duraient jusqu'à pas d'heure. Alors cumuler ça, plus les réunions. Moi j'avais la commission handicap, plus le mandat, plus le travail, plus le cryptame de manière générale, parce que vivre en tant que personne handi dans une société inaccessible, forcément, c'est épuisant. Et il faut savoir renoncer. Je dirais que c'est ça, savoir mettre des limites aussi. Moi, j'ai renoncé. Du coup, j'ai renoncé à mes mandats internes. Voilà, il faut mettre des limites pour tenir et sélectionner en fait, savoir où on est le plus utile. Je rejoins René, ouais. Faire des choix. On est obligé de faire des choix. Je suis d'accord avec toi, Lydie. C'est-à-dire qu'on est tellement sollicité, on peut courir partout parce qu'on a pris cette habitude avant de suractivité, énergique et tout. Et puis à un moment donné, vous voyez, vous faites les choses mal. Donc il faut faire des choix en choisissant ce qui est essentiel, c'est tout. Et puis savoir dire non à des choses pour pouvoir être efficace. Voilà. Maintenant, il y a autre chose, c'est permettre aux personnes en situation de handicap qui sont élues d'être à part entière membres de l'équipe. C'est valable aussi dans les assos, ça. Et qu'ils ne parlent pas que de handicap. Qu'ils aient la possibilité d'intervenir et y compris de porter des délégations qui ne sont pas sur le handicap. C'est ça l'État, parce que tu disais l'handicap de service, voilà, toute liste doit avoir quelqu'un handicapé avec son fauteuil, etc., pour dire que je suis le porteur handicapé. Non, c'est une personne handicapée qui va peut-être s'occuper du handicap, mais qui peut porter aussi d'autres politiques publiques étant à égalité avec les autres. Voilà. Ça, c'est une étape qui n'est pas encore franchie. Ouais, et je voulais rebondir. Et justement, beaucoup de personnes handicapées veulent s'investir sur d'autres thématiques que le handicap. Mais malheureusement, quand on intègre une équipe, on se rend compte que les personnes ne s'emparent pas du sujet ou s'en emparent mal. Et voilà, tout à l'heure, je parlais de Drénoc et de Sébastien Pétavi. Ces deux personnes, en fait, à la base, elles ne voulaient pas s'emparer du sujet handicap. Mais en fait, elles se sont rendues compte que les autres personnes ne s'emparaient pas du sujet, en fait. Donc, c'est vrai que c'est une charge mentale, en fait, de devoir... parce qu'en fait, c'est difficile quand on est élu, quand on siège dans une institution, que ce soit un parti ou au sein d'une collectivité. En fait, c'est difficile de voir qu'un sujet... que le sujet handicap n'est pas du tout traité ou maltraité. On se dit, j'ai la chance d'être là. Donc c'est vrai que moi je me sentais un peu dans l'obligation de m'emparer du sujet en fait quand je vois que quelqu'un dit une bêtise sur le sujet. Je sais pas, c'est viscéral quoi. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu trouves encore une fois la juste place aussi là-dedans entre t'emparer de ce sujet parce que tu parlais d'être activiste, d'être militante, tu vois, t'emparer de ce sujet parce que, en effet, c'est viscéral, ça te concerne, c'est au plus profond de toi, et en même temps de rester dans entre guillemets, dans la juste place de, mais en fait, ma délégation et mes sujets, c'est aussi ceux-là, et c'est ce pourquoi j'ai été élue. Moi, j'ai pas de délégation. Donc, j'essaye de, en fait, je fais beaucoup de travail en sous-marin. Et, là, je préside une mission, une MIE, une mission d'information et d'évaluation sur la condition animale. Et d'ailleurs, je vais présenter le rapport là lors du conseil municipal de décembre, enfin. Mais c'est vrai que comme j'ai pas de délégation, en fait, c'est hyper frustrant en fait. Déjà en tant que conseillère municipale, je sais pas toi si tu ressens la même chose, Marie-Sarah. Comme t'es conseillère municipale, je sais pas si t'as des délégations. J'ai une délégation. Ah d'accord, t'as de la chance. En fait, chacun a une délégation. Tous les conseillers ont une délégation. Mais c'est pas parce qu'on a une délégation qu'on peut pas aider les autres sur d'autres délégations. Et on essaye de faire beaucoup de collectifs. Donc, en fait, on peut aider et travailler sur à peu près toutes les délégations qu'on souhaite. Finalement, on n'est pas restreint à une délégation. Allez-y, si vous voulez. C'est une question. En fait, moi, je voudrais parler d'autre sujet. Vous avez parlé tout à l'heure, une question, en fait, tout à l'heure, de manque de confiance. Moi, je suis sourde, malentendante depuis ma naissance. Et
donc reconnue handicapée, personne handicapée. Et mais c'est vrai que j'ai toujours entendu, depuis toute petite, elle est détourdie, elle comprend pas. De toute façon, elle comprend que 5 minutes après. Donc tout ça, on commence à perdre complètement confiance en soi. Et donc moi, ce que j'ai fait dès le début, tout de suite engagé. Dès jeune âge, m'engager dans des associations, dans des actions pour prouver que j'étais pas conne, tout simplement. Mais après, voilà, c'était ma question. Mais maintenant, j'ai l'impression quand même que ça reste au fond de quelque part, même si j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là. Et je me demande comment il faut qu'on puisse s'en débarrasser complètement. Parce que c'est vrai que même quand on dit, c'est vrai que c'est important que les gens sachent. Mais comme ça se voit pas, donc voilà, et ils savent pas. Et même quand on leur dit, ils oublient. Et ça revient parce que j'ai pas de sens d'orientation. Il y a beaucoup de sens qui va avec la surdité. C'est les gens qui ont, c'est pénible. Voilà, c'est la confiance, c'est une question très très importante. Juste dernière chose, je suis aussi conseillère municipale auprès des René-Revol à Grabel. Génial. On a tout le conseil municipal de Grabel. C'est clair, la Gazette. Les 3 meilleurs. Merci à vous d'être là en tout cas. Est-ce que tu veux interagir ? Il y a plusieurs choses qui peuvent nous donner confiance. Déjà, la thérapie. Non, mais c'est vrai. Et je sais que tout le monde n'a pas le luxe, en fait, parce que c'est cher. Ça reste cher. Mais moi, c'est vraiment le travail que je fais en thérapie qui m'aide à prendre confiance en moi, à poser mes limites. Et c'est aussi le soutien communautaire CRIP, en fait. Enfin, vraiment, ça fait du bien d'avoir des espaces entre nous. Enfin, vraiment de parler de toutes ces insécurités aussi entre nous, de se donner de la force. Et même au sein des Dévals, ça fait trop du bien, en fait, d'être ensemble. Enfin, vraiment, ça... Ouais, je dirais que c'est ça un peu les deux... Moi, ce qui me permet de prendre confiance en moi et de me sentir mieux. Ouais, et puis la psychothérapie, bon, c'est cher, tu l'as dit, puis c'est pas forcément donné à tout le monde, c'est pas forcément aussi un outil qui est saisi auprès de tout le monde en fonction des cultures, en fonction de l'historique à tout niveau par rapport à cette pratique. C'est dur aussi de se dire à un moment donné j'ai besoin d'aide pour consulter. Il y avait une amie qui m'avait fait un parallèle avec la psychothérapie, de se dire en fait c'est assez facile quand on a mal aux dents de se dire qu'on va voir un dentiste, c'est assez facile quand on a mal au genou, enfin machin, d'aller voir un médecin puis aller voir un kiné après. Enfin, elle faisait les liens avec les spécialistes et en fait c'est très difficile de se dire que quand on va pas bien, qu'on est malheureux ou qu'on se sent pas bien ou qu'il y a un manque de confiance, un manque à plein de niveaux, de se dire je vais voir quelqu'un qui concerne la médecine de la tête et en l'occurrence d'aller voir un psy ou un psychiatre ou quoi. Et c'était marrant ce parallèle fait et tu disais ça y est, j'ai perdu le fil de ma pensée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah yes, super. Ah oui, là. Toujours pour Lydie, tout à l'heure, tu parlais de guéguerre d'ego qu'il pourrait avoir dans les partis, tout ça. Et tu citais donc les qui disaient mais c'est pas parce que je suis pas handicapé que je sais moins. Tu lui as répondu si. En fait, et pour moi, je trouve que ça rejoint quelque chose de beaucoup plus global que moi j'appelle le mansplaining, donc lié au mansplaining dans le féminisme. Donc on va nous faire expliquer la vie de personnes handicapées par une personne valide. Et ça n'a aucun sens. Et donc, pour moi, je me posais encore la question de comment on fait pour vivre avec cette frustration que des gens au-dessus de nous,
dans la hiérarchie sont valides et sont en position de pouvoir pour nous expliquer ce qu'on vit. La thérapie. Non, enfin, si, en partie, mais c'est pas évident. Et d'ailleurs, cette personne en fait, elle avait dit ça à mon autre collègue qui en dit, en BM. Parce que moi, je suis pas au BM, ouais, en bureau municipal. Et donc, après, c'est cette camarade Marie qui me l'avait dit. Mais les soucis, c'est que, non, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que voilà, c'est pas le lieu. Mais oui, c'est pas simple, effectivement. Et même dans le cadre du travail, c'est pareil. Il y a par exemple, là, dans le cadre du schéma, voilà, j'ai écrit personne handicapée. Et là, j'ai des collègues qui me racontent, oui, mais tu sais, Lydie, il faut dire personne en situation de handicap. La loi de 2005, je suis là, oui, alors j'ai un master en droit, j'ai un master 2 en droit de la santé, je suis une personne concernée. C'est pas à toi de me dire comment je peux me nommer. Et oui, en fait, on a constamment des personnes non concernées. Ouais, c'est insupportable et des fois moi ça me met en colère. Et ouais, c'est pas simple. J'ai pas de solution miracle. Par rapport à la frustration que peut ressentir par rapport aux personnes valides, je pense que la seule manière de le régler, c'est de généraliser et de se dire que cette frustration dans la population, elle est ressentie, y compris quand on n'est pas en situation de handicap. C'est-à-dire que la frustration de celui qui ne sait pas par rapport au sachant, la frustration de celui qui n'a pas fait d'études par rapport à celui qui en a fait, la frustration du fait que je ne comprends pas ce qu'on m'explique. D'accord ? On vous dit quelque chose, il y a la personne à côté de vous comprend très bien, et vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas les codes qui permettent de comprendre. Donc, la société, elle est travaillée par une frustration généralisée. Et je pense que là, il faut intégrer le handicap dans la frustration sociale dominante. Et que là, il n'y a pas de lutte pour le handicap indépendamment d'une lutte pour l'émancipation. Voilà, c'est comme ça peut-être pour transformer la frustration, pas seulement en colère, mais en combat, en revendication, en exigence, en projet, voilà. Et ensuite, on trouve à ce moment-là, à ses côtés, d'autres qui ressentent des frustrations, qui ont d'autres origines que le handicap. Ça me paraît très important. Sinon, on nous met dans une case, et il y a un truc qui concerne, il y a la politique handicap, voilà. Et, ça, voilà. T'es pas trop d'accord. T'es mitigé, Lydie. On a une question ici. Attends, ouais. Non. Ok. Allez, vas-y. Bonsoir. Alors, j'avais une bonne question parce que étant donc faisant partie de Dear Valid People et des dévalideuses, on a des discussions justement concernant la politique parce que on a donc des municipales qui arrivent voilà prochainement et on avait envie un peu de transmettre des messages de personnes handicapées, présentez-vous dans vos villages, dans vos villes, allez-y, même si vous pensez ne pas être légitime, ne pas avoir fait les bonnes études, ne pas avoir les bons codes ou quoi que ce soit. On s'était dit que c'était un bon message à transmettre, de dire que finalement, on parle de frustration. Une part de frustration des personnes handicapées, c'est toujours qu'on prenne des décisions sans nous, parce qu'il y a très peu de personnes handicapées dans les cercles de pouvoir, dans les cercles décisionnels qui les concernent. Et peut-être une façon d'inverser la tendance, en fait, c'est d'aller placer des personnes handicapées dans ces cercles de pouvoir, dans ces cercles dominants, et donc d'oser aller là où on pense pas avoir notre place.
Et du coup, une question pour vous deux, c'est est-ce que vous avez des conseils pour les personnes handicapées qui n'ont jamais fait de politique de leur vie, de dire comment je peux entrer en politique? Vas-y, René. Voilà, ça fait tellement longtemps que je sais plus comment rentrer. Mais la question, c'est de oser. Je sais pas ce que, voilà, oser à un moment donné, dans la situation dans laquelle on est. Naturellement, le handicap n'est pas séparé des clivages politiques. Il faut d'abord choisir un peu son camp, sinon, voilà. Donc, une fois que la personne a choisi le côté où il veut s'enclencher, s'il trouve des personnes, c'est pas nécessairement une histoire de couleur politique, c'est aussi derrière, une fois la couleur politique choisie, comme le disait Marie-Sarah, la capacité à vous accueillir, voilà. Et si ça marche, ben, faut y aller. Faut y aller, et pas pour simplement faire la position de l'élu handicapé. Y aller sur le fond, se présenter. Et vraiment, comment dire, c'est pas infranchissable. Mais c'est le même problème, c'est comme la réponse précédente que j'ai apportée. C'est le même problème pour une personne qui dit, ben, c'est pas fait pour moi. Je sais pas bien parler en public. Je connais pas les dossiers. C'est trop compliqué. Donc je renonce. Alors que j'avais peut-être une envie d'y aller. Oui, c'est pareil. Ah oui, il faut y aller, il faut foncer. Et puis même après, une fois élu, vous avez des formations pour apprendre à parler en public, ce genre de choses. Enfin, vraiment. Le petit conseil que je donnerais, c'est d'y aller, mais pas seul. Enfin, vraiment, moi, ça m'a fait un bien incroyable d'avoir une collègue handi aussi au sein de la majorité municipale. Et vraiment, on s'est soutenus mutuellement et ouais, quand même essayer de trouver d'autres pairs. Ça, c'est vraiment... parce que vraiment, ça peut être violent. Il y a des gens qui s'engagent pas forcément pour les bonnes raisons. Et il faut être prêt à cette violence-là quand même. Donc, ne pas être seul. Mais y aller quand même. Et ouvrir la voie aux autres camarades. Enfin, vraiment, l'idée, c'est pas... Enfin, vraiment, ouais. Bonsoir. Alors, j'ai pas de questions, mais c'était pour faire un rapide témoignage. Moi, je m'appelle Antoine, je suis le directeur du cabinet de René à la mairie de Grabel. Et il y a tout Grabel ici. Non, mais il y a... Grabel en force. Non, mais c'était pour témoigner très rapidement parce que je suis du coup travaillant quotidiennement avec un élu qui a un maire qui a un handicap. Et donc, moi, je peux attester quand même que René a développé, je ne l'ai pas connu avant son handicap, mais en tout cas a développé une mémoire absolument formidable, hors du commun, et qui nous épate tous et toutes au quotidien, quoi. Voilà. Et par exemple, René connaît l'ensemble des jours qui correspondent aux dates du calendrier. C'est-à-dire que si vous lui dites quel jour est le 20 février, il saura vous dire si c'est un mardi, un mercredi ou un jeudi. À peu près. Voilà. Donc, ça développe des petites capacités comme ça. Il y a aussi des facilités, c'est-à-dire que comme René retient tout, il n'a pas besoin, il ne peut pas lire une note ou un discours. Donc ça me facilite le boulot, évidemment. mais René retient tout. À l'inverse, il y a des choses un peu plus difficiles. Par exemple, la presse. Alors, je ne mets pas la Gazette de Montpellier parce que c'est un des seuls qui est encore... mais la plupart de la presse, maintenant, pour lire les journaux en format PDF, on ne peut plus copier-coller les choses. Et donc, pour éditer la revue de presse quotidienne, il faut passer par des manœuvres de piratage un petit peu des journaux pour pouvoir réussir à faire des copier-coller. Et je dis pas ça pour me dédouaner de pas la faire tous les jours, là, la revue de presse. Mais voilà, il y a des petites choses comme ça. Et puis, René, ce qu'il vous a pas dit, c'est qu'au-delà d'être maire et d'être vice-président de la métropole, il est aussi auteur. Il écrit des bouquins. Et il a écrit, là, juste pendant ce mandat-là, il a écrit 3 bouquins, dont un qui va sortir là prochainement. Et donc, on est un certain nombre qui sont ici à l'avoir aidé pour l'aider à rédiger, puisque René, quand il écrit un bouquin, il l'écrit à l'oral. Il le dicte et il a un logiciel qui retranscrit. Alors, vous imaginez, avec les logiciels de retranscription, les choses drôles qu'on peut avoir
parce que le traducteur ne retranscrit pas du tout les choses comme il faudrait. Donc on se tire les cheveux avec les copains pour l'aider, pour avoir quelque chose de cohérent et d'avoir un livre qui soit lisible. Et donc voilà. Mais en tout cas, René, moi je le connais. Son handicap, on fait comme des fois on l'oublie. Des fois, on l'oublie, on fait comme s'il n'était pas présent. Et je l'ai jamais vu renoncer à un combat à cause de son handicap. Et ça, je trouve ça assez incroyable. Merci Antoine, super Antoine. Alors Antoine, je voudrais lui rendre hommage parce qu'Antoine, il est encore jeune. Quel âge t'as? 28 ans jusqu'à encore un mois, c'est ça? Et donc, il sortait de Sciences Po et les hasards des connaissances fait que je tombais sur lui. Et je lui ai dit, ben voilà, j'ai une place de directeur de cabinet, est-ce que ça t'intéresse? Mais je te préviens, je suis handicapé. Et depuis, ben voilà, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Et bon voilà, sans lui, voilà, il a révélé pas mal de secrets là. Et, donc sans lui, on peut pas y arriver. Moi, je sais pas, sans aide, on peut pas y arriver quoi. Seul, c'est trop difficile. Et là, il fait allusion à une chose qui est très intéressante. Bon, c'est pas lié à mon mandat, ça, c'est lié à mon passé. J'étais prof, dont 20 ans prof de prépa, et je lisais 1 ou 2 livres par semaine en permanence, tout ça. C'est ma vie, les bouquins. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, quand j'ai vu ma bibliothèque s'éteindre, putain, c'était comme un effondrement, comme une bombe nucléaire sur ma tête. C'était insupportable. Et que les bouquins disparaissaient. Et donc après, j'ai un outil, j'aurais dû l'amener, tiens, pour vous montrer comment ça marche. J'ai un outil, qui est une sorte de stylo magique. J'appuie dessus, pouf, ça scanne la page et ça l'oralise en 1 seconde. 3 000 €. 3 000 €. Le donc, coût du handicap. Ça signifie qu'il faudrait que ça soit accessible à tous les malvoyants, cette affaire. Parce que ça leur permet de renouer avec la lecture. Parce que, bon, l'ordinateur, ça va 5 minutes, mais avoir le bouquin dans la main, et puis le lire comme les autres. Alors, donc, il y a 5-6 ans, je me suis dit, bon, il va falloir, comme j'avais écrit des manuels, des choses comme ça, je vais essayer de m'y remettre, d'accord, de refaire un livre. Alors, sans l'aide des copains, comme il dit, parce que c'est pas son boulot, c'est en dehors de son boulot qu'on fait ça, parce que c'est une aventure purement personnelle. Eh bien, on écrit le bouquin. Bon, pour le moment, on n'a pas toujours touché un seul droit d'auteur, mais c'est pas grave. Ben, il faut que vous l'achetiez pour que... Bon, il n'y a pas assez de vendus, mais c'est comme ça. Mais c'est un vrai, c'est un vrai défi. Et j'en ai parlé, donc, ma médecin, là, elle s'occupe de mes yeux, m'a mis dans une association, c'est très intéressant, où je n'ai pas le temps d'aller, mais on fait des visios, c'est le cas de le dire, et des conférences téléphoniques, et je suis chargé, en gros, 1 ou 2 fois par an, de téléphoner à une personne qui est marquée par la même maladie que moi, une DMLA, et qui, plus jeune que moi, voilà, qui a 50, 55 ans, et qui commence à décliner, quoi. Et elle me dit, non, et expliquez-lui comment vous faites concrètement, etc. Donc, ma tâche, je ne peux pas plus, hein, mais 2 fois par an, je passe un coup de fil, je passe 1 heure avec cette personne, discute, etc. Et ça les aide. Et je me suis dit, si je me mets à écrire un livre, comme j'en écrivais avant, bon, ben, c'est aussi une façon pour moi de surmonter la difficulté. Voilà, alors, les livres, c'est ceux qui vont le lire qui trouveront s'ils sont bien, pas bien, c'est intéressant, pas intéressant, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, pour les lecteurs, c'est autre chose, mais pour moi, ça a été une étape incroyable. Incroyable. Et le premier bouquin qui est sorti en avril 2024, j'étais complètement fou. Je me baladais avec tout le temps. Je l'avais dans ma poche, je le montrais, j'étais un peu devenu fou. D'accord ? Je disais, c'est vachement bien, il faut le lire. Alors, c'est un bouquin d'économie, c'était chiant. Et les gens, pour me faire plaisir, ils l'achetaient, puis ils me disaient, j'ai pas pu le finir. Voilà. Et donc là, j'ai changé un peu de genre après. Mais c'est pour dire que c'est un défi. Je pense que, et c'est comme ça que la personne dont je parlais tout à l'heure, qui était bipolaire et qui voulait raconter son histoire, quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit, peut-être que vous pourriez écrire. Alors elle n'a pas de problème de vue, elle sait écrire en plus, voilà. Mais c'était un effort terrible sur elle-même. Et on l'a revue là quand elle a sorti son bouquin là vers le mois de septembre. J'étais sidéré. Elle avait fait un bond en avant extraordinaire dans la confiance en soi, parce qu'elle avait pu raconter par écrit, et que quand vous mettez quelque chose sur un livre par écrit, ça vous échappe, c'est plus vous-même. C'est une histoire que les gens vont s'approprier et qui vous dépasse. Donc pour elle, c'était extraordinaire. Donc voilà.
Donc il y en a plusieurs qui m'ont téléphoné pour savoir comment je faisais, quel outil j'avais sur l'ordinateur, comment ils pouvaient faire. Bon, ils n'ont pas tous des Antoine, mais c'est possible. Voilà. Merci Antoine. Je ne vis pas à Gravelle. Mais je vais y déménager. Je voudrais rebondir sur ce que tu disais, Antoine, et aussi sur ce que vous disiez, monsieur. Antoine, toi, tu valorises en effet, comment dirais-je, les compétences déployées par monsieur le maire, très bien, et dont acte. Moi, je m'autorise moins de performance et comment dirais-je, je pense qu'on se doit aussi, et j'ai le droit de le dire parce que je suis en situation de handicap aussi, on n'est pas obligé d'être performant, d'avoir la capacité d'être performant, et ce serait presque validiste que de parler de performance. Je suis, point. Excellent. Bien sûr. Allez, on peut applaudir. Bien sûr, merci de le repréciser. Tu fais très bien parce que, en effet, là, on parle d'engagement politique, donc forcément, on a aussi des profils et des invités qui, de fait, de par aussi leur histoire et leur vécu, sont de fait dépassent un peu peut-être, en effet, l'entendement dans le productivisme ou dans l'efficience, où vous êtes au taquet sur plein de sujets et sur plein de mobilisations, mais évidemment, et tu as très juste de le rappeler, qu'on a juste le droit d'être aussi et de vivre tout à chacun et de vouloir juste accéder au lieu normalement, manger, boire et vivre normalement et simplement et avec dignité. Oui, et juste un mot, c'est pour ça que Dear Valid People, donc l'association qui organise cette conférence aujourd'hui, est organisée en non-mixité, et pour chaque poste, il y a 2 personnes. Voilà, parce que c'était le bureau. Le bureau est composé de 2 personnes par poste pour tenir compte de cette fatigabilité, et donc voilà. Tout à fait. On devrait s'en inspirer en politique, c'est ce que tu dis. Génial. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interactions ? J'aurais encore 1000 questions à vous poser, mais on va quand même se calmer car je vois l'heure qui passe. Encore peut-être une intervention, une question ? Ouais. Non, oui, juste l'organisation de l'association par 2 personnes à chaque fois, ça m'a fait penser à l'organisation des GEM, groupe d'entraide mutualisé. J'ai été présidente du GEM Les Papillons, qui est le GEM. J'ai été présidente et on l'a créé aussi à 3 avec l'aide d'autres personnes. Mais donc ouais, j'étais une des fondatrices de ce GEM qui s'appelle Les Papillons, qui est un GEM TSA. Et donc oui, voilà. Et c'est à chaque fois, oui, donc il y a toujours un président, un vice-président, et donc tous les rôles sont doublés aussi pour permettre ça. Et c'est beau parce que en fait. Les groupes d'entraide mutualisés ont la particularité d'être créés par des personnes concernées par le handicap. En fait, ça fait partie des rares associations, structures où le bureau doit être constitué de personnes concernées. Voilà, c'est vraiment la particularité de ces structures-là. Voilà. Comme Dear Valid People. Est-ce que le public veut encore intervenir ? Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose ou applaudir nos... On te recrute, hein, tu reviens tout le temps faire micro woman. Merci infiniment, merci beaucoup à vous deux. On peut les applaudir. Merci pour ces chouettes échanges. Merci d'avoir joué le jeu, de venir jusqu'à Montpellier pour certaines un peu plus loin. Merci d'avoir joué le jeu, de se livrer, de parler. C'était très intéressant, très enrichissant. Donc, vous pourrez retrouver cet épisode, cette conférence qui sera transcrite à l'écrit le mois prochain à peu près sur les plateformes d'écoute et YouTube, etc. Vous pouvez nous retrouver, donc Béatrice et Damien qui interviendront sur une conférence sur le validisme bienveillant au Quartier Généreux à Albert Ier le 14 novembre, vendredi 14 novembre à 18h.
Donc, notez dans vos agendas. Mais sinon, vous pouvez aussi retrouver l'info sur nos réseaux sociaux, sur le groupe WhatsApp, bref. On me souffle à l'oreille qu'il ne faut pas hésiter à adhérer. En effet, Dear Valid People est une association, donc vous pouvez donner, adhérer, soutenir, participer activement à des actions, mener des activités, rejoindre le groupe sur des permanences, des cercles de parole ou bien des conférences comme celle-ci. Amener votre pierre à l'édifice, on va dire. Voilà. On reste après là dans le coin, donc on pourra en échanger plus en détail si vous voulez. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.